Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble comment créer un système de carrousel en utilisant du JavaScript. Alors cette vidéo est une petite mise à jour d'un ancien tutoriel qui a 8 ans maintenant et à l'époque on avait utilisé jQuery. Donc dans cette vidéo on n'utilisera pas de framework, on utilisera simplement du JavaScript pur et dur, on utilisera peut-être la syntaxe ES6 mais de toute façon elle est supportée par les navigateurs modernes. Sachez que si vous souhaitez rendre ce code compatible avec de plus vieux navigateurs, vous allez pouvoir le faire en utilisant des outils tels que Babel ou autres. Je l'ai testé, ça fonctionne sur IE11 par exemple. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de créer un code qui va être assez générique et que l'on va pouvoir réutiliser pour plusieurs éléments. Donc j'ai ici quelques exemples. On a un premier carrousel qui va présenter 3 éléments et on va les scroller 2 par 2. Ensuite, en dessous, on va avoir un carrousel de 2 éléments où on va les scroller 2 par 2. Et en plus de ça, le système est infini. Donc on le voit, dès qu'on continue à aller à droite, ça scrolle à l'infini. Et de la même manière, si on va à gauche. Enfin, on a un dernier carrousel assez simple où on scrolle les éléments un par un. Autre petite particularité, ce système doit être accessible. Globalement, quelqu'un qui n'a pas une souris va pouvoir appuyer sur Tab pour sélectionner le carrousel et ensuite va pouvoir naviguer avec les flèches de son clavier. Enfin, on va aussi concevoir ce système pour qu'il soit responsive. Donc si je sors mon inspecteur et qu'on passe en mode vue adaptative, hop, tous les carousels vont passer automatiquement sur un seul élément et on va pouvoir continuer à naviguer dessus. La seule chose qu'on ne gérera pas dans cette vidéo-là, c'est la partie swipe. Donc il ne sera pas possible de déplacer les éléments avec la souris. Sachez que si vous voulez des choses un petit peu plus complexes, vous pouvez passer par des librairies. Aujourd'hui, on va chercher à faire les choses nous-mêmes pour deux raisons. D'une part, c'est pour apprendre, évidemment, et d'autre part, c'est parce qu'on n'a pas forcément besoin de charger 20 ou 30 kg de JavaScript pour ce genre de choses. Faire le code soi-même, vous allez le voir, en 150 lignes, on aura fait le travail. Mais si jamais vous êtes intéressé par d'autres librairies, il y a Slick qui est pas mal, qui est assez léger et qui gère beaucoup de cas. Il y a All Carousel aussi que je vous avais présenté et Caroufretzel. Donc ces temps-ci, j'ai plutôt tendance à utiliser Slick, mais de temps en temps, ça m'arrive de faire les choses moi-même. Donc ceci étant dit, on va attaquer le code. Donc j'ai commencé à préparer un petit peu de code HTML, alors rassurez-vous, il n'y a rien de bien compliqué, j'ai simplement créé 3 divs, chacune contenant 5 éléments, qui ont des classes particulières et qui ont du contenu à l'intérieur. Donc l'idée c'est de rendre ces divs-là, de transformer ces divs en carrousel. Et on va pouvoir appliquer différents comportements, donc slider les éléments 3 par 3, 4 par 4, 2 par 2, et ainsi de suite, ainsi de suite. L'idée, c'est de concevoir un code générique que l'on va pouvoir réutiliser. J'ai créé un petit peu de CSS pour ces éléments-là, juste histoire de leur donner une apparence sympa. Donc tout de suite, voilà ce que ça donne. C'est pas forcément très facile à naviguer, on est obligé de scroller et on a envie de transformer ça en carrousel. Donc vous pouvez adapter cette vidéo avec n'importe quoi. Il suffit juste d'avoir un parent, un élément parent, qui a plusieurs éléments enfants. Et c'est le seul prérequis. Donc la première chose que l'on doit faire, c'est charger notre JavaScript. Alors on peut le charger à la fin de la page si on ne souhaite pas bloquer l'exécution du script, ou ce que l'on peut faire, si on veut être un petit peu plus moderne, on le met tout en haut. Donc on va charger le fichier qui va se situer dans le dossier JS, et on va l'appeler main.js. Et on va préciser que ce script est asynchrone. Donc globalement, il peut le charger pendant le chargement de la page. Il ne doit pas bloquer l'exécution de la page pour charger ce fichier. Ce fichier, on va tout de suite le créer. Donc on va créer un nouveau dossier et à l'intérieur, on va créer notre fichier main.js. Et là, on va réfléchir à la manière qu'aura notre code de fonctionner. Mon idée est plutôt simple. C'est de faire un new carousel. Donc je vais créer une classe carousel. Et à l'intérieur, on va avoir 2 paramètres. Le premier paramètre, ça sera l'élément que je souhaite transformer en carrousel. Par exemple, cet élément-là. Donc en premier paramètre, je ferai un document.querySelector et je lui sélectionnerai l'élément qui a cet ID-là. En second paramètre, on aurait un tableau d'options, enfin un objet d'options. On aurait par exemple le slides2scroll qui permettrait d'indiquer le nombre d'éléments à scroller. Donc on va imaginer qu'on les scrolle 3 par 3. Et le nombre d'éléments visibles, slides visible. Et on aurait 3 éléments par défaut. Et on pourrait comme ça rajouter des options au fur et à mesure si on le souhaite. Donc ça me semble être une bonne signature de fonction, et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez adapter le code, mais moi ça me semble intéressant. Par contre, vu que notre script est asynchrone, la page ne sera pas forcément chargée. Donc on peut attendre le chargement de la page avant de lancer ça. Donc on va entourer ça d'un document.addEventListener. On ne va pas forcément attendre le chargement de la page complète, mais juste le chargement du DOM, ça devrait suffire.
Et ensuite, à l'intérieur, on va y mettre notre fonction. Donc on transformera notre élément en carrousel. Alors on est bien sympa d'avoir écrit ce new carousel, mais il faut du coup créer la classe qui correspond. Donc je vais aller juste au-dessus de mon document, aller créer une nouvelle classe que je vais appeler carousel. Donc cette classe va avoir un constructeur, où j'aurai besoin de ces deux paramètres. Donc on va avoir un premier paramètre qui va être l'élément racine, et un second paramètre qui sera un objet d'option. Et on précisera que par défaut, si on ne précise aucun paramètre pour les options, on mettra un objet vide. Alors dès que vous créez une fonction, ce que je vous conseille de faire, c'est de la documenter. Vous pouvez utiliser pour cela le JSDoc. Donc le JSDoc permet un format unifié en fait pour les commentaires. Si vous vous rendez sur la page, je crois que c'est usejsdoc.org, on vous explique un petit peu tout ce que vous pouvez mettre. Par exemple, pour définir comment fonctionnent les paramètres, il faudra mettre @param. Hop, et on vous donne la syntaxe. L'avantage, c'est que c'est quelque chose qui est compris par les éditeurs et qui vous permet d'avoir une meilleure autocomplétion. Mais ça aide aussi en tant que développeur. Donc ici, on va préciser que ce paramètre sera un élément HTML et les options seront un objet. Mais on peut aller encore plus loin en lui précisant qu'est-ce que l'on va avoir dedans. Si vous regardez dans la documentation, dans le cas des objets, on peut préciser les différents paramètres que prenne un objet. Donc par exemple, hop, je descends et je vais lui dire qu'on va avoir un slide to scroll qui permet de préciser le nombre d'éléments à faire défiler. De la même manière, on aura une option slides visible qui sera le nombre d'éléments visibles dans un slide. Et vous pouvez comme ça commenter les choses, ça vous permet de mieux comprendre quand vous allez revenir sur votre code de quoi il en retourne, mais ça permet aussi à un autre développeur de comprendre quelles options sont disponibles ici. Pas forcément besoin de mettre un commentaire au niveau de la méthode, c'est un constructeur. Du coup maintenant ce code va fonctionner. Bon, il va rien faire, on est d'accord, mais je vais sortir mon inspecteur ici, histoire de pouvoir voir tout au long de cette vidéo si j'ai des bugs, et je vais réactualiser la page. Pour l'instant on n'a pas de problème. Si vous voulez vérifier que votre JavaScript est convenablement chargé, il y a toujours la bonne vieille méthode du console log. Donc on fait un petit console log et on vérifie qu'il s'affiche correctement en console. Alors maintenant, il faut réfléchir à ce que l'on va faire au niveau de notre carrousel et comment il va fonctionner. Donc dans notre cas, on va prendre ce premier carrousel avec 5 éléments. Les prendre individuellement et essayer de les faire bouger, ça risque d'être compliqué. Donc mon idée, ça serait de les entourer d'une grosse div qu'on va appeler je ne sais pas comment, et cette grosse div, on va la faire bouger de droite à gauche, ce qui va permettre de faire défiler les différents éléments. Du coup, il va me falloir modifier tout le code HTML de cet élément-là. Donc je vais sauvegarder cet élément dans une variable. Donc je vais faire un this.element égale element. Comme ça, je pourrai y accéder si j'en ai besoin dans les autres méthodes. Ensuite, on va créer la propriété options. Alors cette propriété, on pourrait directement lui assigner option, mais le problème c'est que dans certains cas, si par exemple slides to scroll ou slides visible n'est pas présent, on va avoir des problèmes. Du coup, on va lui demander de fusionner cet objet-là avec un objet qui contiendrait les options par défaut. Et on peut utiliser pour cela la méthode assign qui est disponible sur les objets. On lui passe en premier paramètre un objet vide, qui sera l'objet qui va obtenir les différentes propriétés fusionnées. On lui donne ensuite les propriétés par défaut. Donc on va dire que par défaut, on veut avoir un élément scrollable et un seul élément visible. Et après, on rajoutera des options par défaut si plus tard on souhaite rajouter des options. Et ensuite, on lui passe en troisième paramètre les options qui sont passées ici. Ce qui fait que, par exemple, si j'enlève la partie slides to scroll, automatiquement, elle prendra la valeur 1. Si vous voulez vérifier ça, vous pouvez mettre un debugger. Je vous conseille de plutôt faire ça plutôt que de mettre des console.log. Vous réactualisez votre page, automatiquement le navigateur va s'arrêter et vous avez accès ici aux différentes propriétés. Donc je peux vérifier que option a bien le slides to scroll à 1. Si jamais vous voulez continuer l'exécution du script, vous appuyez ici sur le petit bouton lecture. Maintenant, on va construire la structure HTML de notre document. Idéalement, moi j'aimerais bien avoir donc une div qui va s'appeler carousel. À l'intérieur, je voudrais avoir mon carousel _ panorama. Donc, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Ça, c'est la grosse div qui va contenir nos différents items que l'on va faire défiler ensuite. Donc globalement, il faut migrer tous les enfants dans cette nouvelle structure-là.
Donc on va commencer par créer l'élément qui a la classe carousel. Donc je crée un nouvel élément, on va l'appeler route, égale document.createElement et on crée une div. Cet élément, on lui ajoute, donc on peut utiliser pour cela le class list ou lui définir un set attributes et on change l'attribut class pour lui assigner la classe carousel. Une fois que l'on est satisfait, on peut rajouter cet élément dans notre élément ici en faisant un append_child et on lui demande de rajouter l'élément route. Ensuite, il faut créer un second élément qui s'appelle carousel panorama. Donc on voit qu'on écrit 2 lignes ici, ce qui n'est pas forcément tip-top. Donc je vais me créer une méthode. Elle pourrait être globale parce qu'elle n'est pas propre à ce carousel, mais là on va la créer dans la classe carousel qui va s'appeler createDivWithClass. Et on lui passerait un paramètre, le nom de la classe. On va l'appeler class name. Je documente en utilisant JSDoc, ça c'est important. Donc le paramètre, ça sera une chaîne de caractères. Bon, le nom est assez évocateur, hein, on n'a pas besoin de préciser. Et on va préciser la valeur de retour. Donc vous mettez un @return et vous précisez que ça retourne un HTML element. Et d'ailleurs, il y a un S et dès que c'est un type, hop, faut le mettre comme ça. Donc là, on se contente de faire un let div égale document.createElement. Donc ça va créer une div. On lui rajoute la classe avec le set attributes. On lui passe la classe qui est passée en paramètre et on retourne notre div. Ça nous permet ensuite de faire les choses légèrement plus rapidement. Plutôt que d'avoir ces 2 lignes ici, je peux utiliser ma nouvelle méthode this createDivWithClass et je lui place la classe carousel. Ensuite, je vais créer le panorama, donc on va l'appeler panorama, ou même je me dis container, ça serait pas mal. Et on va lui donner la classe carousel _ container. Alors vous pouvez adapter le nom des classes si vous n'êtes pas fan de ma syntaxe, entre guillemets, mais moi j'aime bien utiliser cette syntaxe-là, m'aider underscore pour bien séparer les choses. Ce container, on va le mettre dans cette div carousel. Donc on va lui dire route.append_child et on lui rajoute le container. Et enfin, on peut prendre notre élément et lui ajouter le route. Donc là, on va se retrouver avec notre bonne structure. Si je regarde dans la partie inspecteur, donc j'ai mon premier élément carousel 1. Et à l'intérieur, j'ai bien ma div qui est la classe carousel et en dessous le carousel container. Maintenant, il me faut mettre les enfants dans ce carousel container. Alors, je vais juste avant, hop, dans ma partie HTML, retirer la première div que j'avais mis pour l'exemple. Donc les enfants, je vais les sauvegarder dans une variable. Je me dis j'aurais peut-être besoin d'y accéder dans d'autres méthodes. Donc je fais un this.children égale element.children. Alors attention, ne fait pas child notes parce qu'on veut vraiment que les enfants qui sont des éléments HTML. Donc il faut utiliser la propriété children. Et ça, c'est quelque chose de type nodelist. Si on le conserve comme ça, c'est pas forcément idéal parce que cette variable peut être modifiée par la suite. Je m'explique. Je débug à l'arrivée. Lorsque je récupère les enfants, combien d'enfants je devrais obtenir? Je devrais en obtenir 5 parce que j'ai 5 éléments au niveau de ma div. Pourtant, si je réactualise et que je regarde this et ensuite children, je me retrouve avec 6 éléments parce que dans les enfants, ils comptent maintenant le carrousel. Alors que moi, je ne veux conserver que les éléments qui sont enfants à ce moment-là de l'exécution. Donc pour convertir un nodelist sous forme de tableau, il faut utiliser un tableau vide, utiliser la méthode slice et l'appeler en lui passant un paramètre ces éléments-là. Si je laisse le script continuer, je réactualise, je regarde maintenant la propriété children et on voit qu'on n'a plus les éléments supplémentaires, il nous conserve les éléments qu'au moment où le script s'est exécuté, qu'à ce moment-là. Donc c'est beaucoup mieux par rapport à nos besoins. En plus de cela, on aura un tableau et c'est beaucoup plus simple d'itérer sur un tableau que sur une nodelist. Maintenant, je vais prendre tous ces enfants-là et lui dire de les placer dans le carousel container. Donc je peux utiliser pour cela la méthode forEach. Donc this.children.forEach. Donc ça prendra en paramètre une fonction qui prendra en paramètre chaque élément. On va même les appeler child, c'est plus simple. Et qui va les placer dans le container. Donc on a simplement à faire un container.appendChild et on y met l'enfant.
Si maintenant j'appuie sur Play donc pour empêcher la partie débugger, je réactualise ma page, je vais dans la partie inspecteur et je vois bien que j'ai dans mon carrousel 1 directement ma div carrousel, mon container à l'intérieur et ensuite les différents enfants. Donc là, j'ai préparé la structure qui va permettre à mon carrousel de fonctionner. Alors on va faire un petit peu de CSS maintenant pour styliser les nouveaux éléments que l'on a rajoutés. Donc on va mettre un petit commentaire pour séparer par rapport au reste et on va l'appeler carrousel. Donc d'abord on va avoir l'élément carrousel. Cet élément, on va le mettre en position relative parce qu'on va faire bouger le panorama par rapport à cet élément-là. Le container, je ne pense pas qu'il y ait besoin de lui rajouter des classes particulières pour l'instant. Par contre, j'aimerais bien styliser chaque enfant. Alors le problème des enfants, c'est que ils peuvent varier, ils peuvent avoir des classes différentes, ce genre de choses suivant les projets. Donc plutôt que d'avoir directement les enfants qui sont injectés dans le container, je vais les mettre dans un élément parent. Donc à l'intérieur ici, je vais faire un this.createDiv with class et je vais créer un élément qui va avoir la classe carousel _ item. Alors mon IDE me souligne ça en jaune, en tout cas il me soulignait ça en jaune mais là il ne le fait plus. Le problème c'est que this ici ne fera pas référence à notre classe mais fera référence à l'élément. Si on veut garder le contexte de this, on peut utiliser la méthode bind ou on peut utiliser la nouvelle syntaxe pour les méthodes avec la grosse flèche. Comme ça, this fera bien référence à la classe. Cet élément, on va le sauvegarder dans une variable item. Et ensuite, on lui demandera dans cet item de rajouter l'enfant. Et c'est cet item-là que l'on ajoutera au container. Si je réactualise ma page au niveau de l'inspecteur, je vois bien que j'ai maintenant chaque carousel item qui contiennent les items. Donc ça va permettre de mieux styliser les choses, mais aussi de gérer le cas où, et c'est notre cas ici, la classe item a une marge. Parce que cette classe-là n'en aura pas. Donc mes carousels items, on va les mettre en float left pour qu'ils s'alignent les uns par rapport aux autres sur la gauche. D'ailleurs ici c'est _ item. On va leur mettre simplement un float left. Pour éviter que notre container perde sa hauteur, parce que maintenant que tout est en float left, notre carousel container n'a plus de hauteur, on va y appliquer un petit clear fix. Donc on va mettre un carousel _ container, after, on mettra un contenu vide, un clear bof, un display table, et c'est tout. Si je réactualise ma page, maintenant mon carousel container prend bien la hauteur des différents éléments. Par contre, on veut que les éléments soient les uns à côté des autres. Donc ça veut dire que ce carousel container doit prendre une largeur qui est suffisante pour accueillir nos différents éléments. Donc dans notre cas, on a 5 éléments. On va afficher 3 éléments par slide, il me semble. Hop. Du coup, il faudra que ce carousel container, par rapport à son parent, il prenne 166,66% à peu près de la largeur. Donc pour calculer ça, il me faut prendre le nombre d'éléments total divisé par le nombre d'éléments que je souhaite rendre visible. Donc on va sauvegarder ça dans une variable qu'on va mettre tout en haut ici, let ratio égale this.children.length, ça nous donne le nombre d'éléments que l'on a dans notre slide, divisé par le nombre d'éléments que l'on souhaite avoir visible. Donc ça sera slides visible. Maintenant, je peux lui demander au niveau du container à ce que la largeur soit égale à ce ratio multiplié par 100 pour faire un pourcentage, et on mettra la valeur en pourcentage. Donc je peux faire un container, .style.width, et on va lui appliquer le ratio multiplié par 100 en pourcentage. C'est important de mettre l'unité. Si je reviens sur ma page, je vois que mon container a bien une largeur de 166,667. Il fait un petit arrondi ici. Mes éléments à l'intérieur, on voit qu'ils s'alignent un petit peu, mais ils passent à la ligne. Donc il va falloir lui dire que chaque élément doit prendre un tiers de ce qui est disponible. Donc on pourrait être tenté de lui dire, bon, pour chaque item ici, on fera un item.style.width. Et on peut leur donner, alors là on va le faire en brut, entre guillemets, 33,33%. Alors le problème si on fait ça, c'est que ça prendra effectivement un tiers, mais ça prendra un tiers de la largeur de cet élément-là. Donc il faut pondérer en fait ce 33% par le ratio que l'on a obtenu.
Il faut donc que je fasse 1 sur le nombre d'éléments visibles, vis.options.slidesVisible, et que je divise ça par le ratio, donc on va mettre une parenthèse, et que je multiplie ça par 100. Donc globalement, je peux directement mettre 100 ici, comme ça on gagne un peu de temps, et ensuite je rajoute mon pourcentage. Si je réactualise la page, je vais bien me retrouver maintenant avec 3 éléments de visible et ces éléments-là qui sont placés vers l'extérieur. Si je le souhaite, je peux rajouter au niveau de mon CSS, au niveau de mon élément carousel, un overflow hidden, histoire qu'il cache les éléments qui sont en dehors. Bon, ça donne pas un super effet ici parce que j'ai un petit peu bourriné sur les ombres, mais on se retrouve bien avec 3 éléments visibles. Donc on a préparé vraiment la structure de notre élément. Quelque chose qui pourrait être intéressant de mettre en place, c'est de se dire, la partie calcul des largeurs, on va la séparer dans une méthode. Parce que plus tard, quand on aura le responsive, on a peut-être envie de changer ces valeurs-là. Donc les avoir dans une méthode, ça permettra de relancer cette méthode-là pour changer les valeurs. Donc on va créer une méthode qu'on va appeler setStyle, qui fera ni plus ni moins que ce que l'on a écrit ici. On récupérera le ratio, donc là on peut le faire, pas de problème. On définira pour le container le style, et là on est un petit peu embêté parce qu'on n'y a pas accès. Donc ça veut dire qu'il faut une propriété d'instance, container, qui permettra de récupérer le container. Donc plutôt que de simplement faire ici un let container, on fera un vis.container égale cet élément-là. Donc il faudra changer ici et ici. L'avantage de mon IDE, c'est qu'il souligne en jaune et je vois les erreurs tout de suite. De la même manière, il faut changer les différents enfants. Du coup, je me dis ça pourrait être intéressant peut-être d'avoir une propriété qui s'appelle items, qui contiendrait tous les éléments qui sont dans mon carrousel. Et je n'ai plus forcément besoin des enfants ici. Donc je vais créer une variable children qui sera un tableau contenant les enfants. Ensuite ici, je vais utiliser la méthode map et je vais dire parcours l'ensemble des enfants, applique cette méthode-là. Cette méthode va retourner le nouvel élément qui est créé, item. Donc ça veut dire que mon tableau d'enfants contenant les enfants originels va être converti en nouvelle div. Et ça, je vais le sauvegarder du coup dans la variable items. Maintenant, à cet endroit-là, je peux faire une seconde boucle en faisant this_items.forEach. Et pour chacun des items, je peux utiliser une syntaxe en une seule ligne ici, je vais appliquer ce style-là. Donc je vais faire un item.styleWidth égale ce truc-là. À la fin de ces différentes méthodes, je peux utiliser la méthode setStyle. Méthode qui pourra être réutilisée en changeant certaines valeurs, histoire de changer ces propriétés-là. De la même manière, children ici n'existe plus, et il faut utiliser à la place items. Et là, c'est un forEach sans le A majuscule. Je réactualise ma page, et ça ne change rien. Le comportement reste le même. C'est important de s'en assurer quand même. Alors maintenant, on a envie de faire défiler ce carrousel-là. Donc on va avoir besoin d'une flèche à droite et d'une flèche à gauche. Cette navigation, je m'imagine la mettre directement en enfant de carrousel ici. Donc je vais créer peut-être une nouvelle méthode qui va s'appeler createNavigation. Cette méthode, je l'appellerai directement ici. J'aime bien séparer pour pouvoir bien savoir de quoi il en retourne. Cette méthode setStyle, on va peut-être la documenter, permet ou directement définit ou applique les bonnes dimensions aux éléments du carrousel. Alors pourquoi on met les valeurs en pourcentage? Certains pourraient se dire pourquoi on ne mettrait pas ça en pixels. L'avantage c'est que avec le pourcentage, ça répond au redimensionnement de la fenêtre et je n'ai rien à écouter. J'ai pas à écouter le resize pour pouvoir réappliquer des valeurs. Donc d'un point de vue performance, c'est un petit peu mieux. Le seul petit inconvénient qu'on peut avoir avec les pourcentages, c'est les demi-pixels. Et on le voit si je slide très très lentement, ça fait des petits sauts. Parce qu'effectivement, lui, quand le pourcentage lui fait tomber sur un demi-pixel, il doit faire un choix. Voilà. Après, à vous de voir, moi je préfère optimiser les performances avant tout. Donc dans la navigation, on va créer deux éléments, next et prev. Et ces éléments, on va devoir les rajouter à l'élément racine. Élément racine que l'on n'a pas mis dans une variable d'instance. Donc le route, je vais plutôt faire un vis.route. Comme ça, je pourrai y accéder quand je le souhaite. Donc on va créer une variable qu'on va appeler nextButton.
ça fera un this.createDivWithClass et on lui donnera la classe carousel__next. De la même manière, on va créer un prevButton qui permettra de revenir en arrière et ça sera carousel__prev. Ensuite, ces deux éléments-là, on va les rajouter à la racine. Donc on les rajoute au niveau du visRoot. Donc là, ça sera nextButton et on fait la même chose pour prevButton. Ensuite, on doit rajouter un comportement sur ces boutons-là. Donc on va lui dire nextButton. Lorsque tu cliques dessus, tu vas lancer une fonction et ça sera une fonction que l'on va mettre directement au niveau de notre carrousel, la fonction next. Et de la même manière, on aura une fonction prev. Donc là, je lui dis appelle cette méthode-là. Par contre, je ne veux pas perdre le contexte, donc je vais lui binder this. Comme ça, à l'intérieur de la méthode next, this ne fera pas référence à l'élément sur lequel on vient d'appuyer, mais fera bel et bien référence à notre classe. Et comme vous le devinez, on fait la même chose pour prev, sauf que cette fois-ci, on appelle la méthode prev. C'est assez simple pour le coup. Alors pour aller de l'avant à l'arrière, il va falloir du coup sauvegarder l'élément qui est actuellement visible. Donc dès la création de mon carrousel, je vais peut-être créer une variable que je vais appeler CourrentSlide. Et cette variable aura la valeur 0. C'est actuellement l'élément 0, ce premier item qui est visible. Ou peut-être CourrentItem. Vu que j'ai nommé les options slide, je me dis slide ça peut être pertinent. Donc on va laisser... Allez, on va l'appeler CourrentItem. J'ai du mal à me décider. Donc lorsque l'on appuie sur suivant, il faut incrémenter de la valeur de slides2scroll. Donc on va lui dire ici, je veux que tu fasses un this.CourrentItem et que tu rajoutes this.options.slides2scroll. Et après, on fera un traitement particulier. Ou ce que l'on peut se dire, si on veut un petit peu optimiser les choses, c'est avoir une méthode un petit peu plus générique qui va s'appeler goToItem. Je vais y arriver. Qui prendra en paramètre le numéro, donc on va l'appeler index, et qui se chargera d'aller à cet index particulier. Je documente cette méthode-là, donc elle prendra un paramètre qui sera un entier, ou plutôt on va mettre number, parce qu'il n'y a pas vraiment de notion d'entier en JavaScript, et ça déplace le slider ou le carrousel vers l'élément ciblé. Du coup, les méthodes next et prev peuvent être plus simples grâce à l'appel à cette méthode. Ici, je lui demande d'aller à l'item, je prends l'élément courant, donc c'est this.CourrentItem, et je rajoute cette option-là. Dans le cas du prev, je fais la même chose, mais en faisant une soustraction. Alors, il y aura des cas un petit peu particuliers à gérer. Qu'est-ce qui va se passer lorsque l'on va aller trop à gauche ou trop à droite? Mais pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. Au niveau de ce goToItem, je vais sauvegarder cet index-là dans l'item courant. Mais avant, il faudra que j'applique une animation ou que je bouge mon élément. Mais pour l'instant, on mettra directement un this.CourrentItem égale index. Alors pour gérer le déplacement, on peut se dire ça va être compliqué tout ça. Mais grâce aux transformations CSS, ça va être plutôt simple. En fait, en jouant sur les transformations, alors je vais prendre mon container ici, je vais lui appliquer un nouveau style et on va dire transform, translate 3D pour utiliser l'accélération et on fait moins 50% par exemple. Et ensuite 0, 0. Et là, je fais une transition. Vu qu'il y a 5 éléments au niveau de mon slide, si je veux slider d'un seul élément, il faut que je slide de 20%. Puis 40 pour le suivant, 60 pour le suivant, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous avez compris un petit peu le principe. Et il faut simplement reporter ça en JavaScript. Donc on va lui demander quel est l'item courant, donc c'est l'index, et on appliquera le translate. En faisant un this.container.style.transform. La transformation, ça sera un translate 3D. En premier, je lui passerai le translate en X, puis en Y, puis en Z. Donc ce translate-là, j'ai besoin de le calculer. Peut-être ça peut être intéressant de faire le calcul avant. J'aime pas forcément mettre un gros calcul dans la concaténation ici. On va l'appeler translateX. Donc il faut savoir le nombre d'éléments qui sont visibles. Donc ça sera this.items.length. Ensuite, je divise 100 par ça. Je vais obtenir du coup 20%.
Et ça, je dois le multiplier par l'index que je souhaite consulter. Si je souhaite aller au deuxième élément, il faut que je fasse un slide de 40%. Et donc je multiplie ça par l'index. Histoire qu'on ait une translation qui se fasse par la gauche, il faut que ce nombre-là soit négatif. Maintenant, je peux lui appliquer le translate x, et ce translate x doit être en pourcentage. Je vais essayer de faire un petit test. Alors le problème, c'est que mes petits boutons ne sont pas visibles, et je vais créer un petit peu de CSS pour les rendre visibles. On va styliser les deux éléments en un seul sélecteur. Et après, on mettra des propriétés différentes pour la partie prev. On donnera une largeur de 40 pixels. Alors déjà, j'ai fait tout simplement des tests. Je n'ai pas forcément un design particulier. Mais 40 pixels, ça donnait pas mal. On va mettre un background color blanc. Et j'ai préparé deux petits SVG qui ressemblent à ça. J'ai utilisé Gravit Designer pour les générer. Donc c'est un outil gratuit si vous voulez essayer. Et du coup, je vais lui mettre une URL, write.svg. Et ça sera centré au niveau de mon élément. Ensuite, je précise que le background size sera de 20 pixels. Donc globalement, cette petite image ne prendra pas la totalité de la largeur, mais prendra seulement 20 pixels. Je rajoute un border radius, histoire que mon bouton devienne tout arrondi. Je place mon élément à 50% de la hauteur, et je le décale de la moitié de sa largeur, de sa hauteur plutôt, histoire qu'il soit correctement centré. Ensuite, je le place à droite, à moins 20 pixels. Je le décale vraiment pour qu'il soit à peu près ici. Je lui applique un petit box shadow, je reprends ce que j'avais écrit ici. Voilà, bon, c'est des gros box shadow, c'est pas forcément un tip top. Et je lui mets un cursor pointer. Et là, je me dis peut-être on va pas le mettre à droite, on va le mettre à 0. Parce que si je le mets à droite à moins 20, on va avoir ce petit problème. Il n'est pas bien placé parce qu'il n'est pas en position absolue. Mais on va avoir ce problème que l'overflow hidden nous cache l'élément. Donc à vous de voir comment vous voulez faire. Une solution peut être tout simplement d'enlever l'overflow hidden, histoire de montrer aussi à vos utilisateurs qu'il y a des slides sur le côté. Pour le coup, je trouve ça sympa sans le overflow. Donc on va laisser ça comme ça. Et on va prendre la même chose pour le carrousel prev. Mais plutôt que de le mettre à droite, on va lui donner un right auto, on va le mettre à gauche, à moins 20 pixels. Et on lui change l'image qui est utilisée, donc le background image, ça sera left.svg. Des petites images que j'ai préparées. Si vous voulez, vous pouvez rajouter aussi un petit effet lorsque l'on passe sur l'élément. Vous rajoutez une transition transform de 0,3 secondes. Et hop, on va lui dire, lorsque tu passes sur un de ces éléments-là, au over du coup, je veux que tu appliques une transformation. Et ça sera un scale de 1.2 à environ, de 120%. Ça donne quelque chose, un petit zoom qui est un petit peu sympa. Si je clique, je vois bien que mon container se décale. Si je clique ici, mon container se décale. Par contre, on a envie de rajouter une animation. On n'a pas à s'embêter à le faire en JavaScript, il suffit simplement au niveau de notre élément, sur notre carousel container ici, de lui dire « Je veux que tu appliques des transitions et que tu appliques les transitions sur les transformations et ça sera une transition qui durera 0,3 secondes. » C'est un timing que j'aime bien, 0,3, c'est ni trop long ni trop court. Et par défaut, si vous voulez éviter qu'il applique une transformation, vous lui dites que vous avez un transform avec un translate 3D et vous mettez 0, 0, 0. Voilà, comme ça vous avez une valeur de base. Si maintenant je réactualise ma page et que je clique sur suivant, on voit que ça slide convenablement. Et ça slide un élément par un élément. Si je le souhaite, je peux piloter ce changement-là grâce à l'option Slides to Scroll. Et vous voyez que mon IDE m'auto-complète ça grâce à la petite documentation que j'ai mise. Donc c'est super idéal. Et on va mettre deux éléments. Je réactualise ma page et lorsque je scroll, il scrolle deux éléments par deux éléments. Ça fonctionne plutôt bien. Alors maintenant se pose le problème, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrive en bout, par exemple dans ce cas-là? Alors on a plusieurs manières de gérer les choses, on peut le faire de manière infinie, mais ça va demander un petit peu plus de code et de refactoring. Pour l'instant, on va se contenter de le faire revenir au tout début. Donc je slide une fois à droite et là il devra revenir au début. On créera la partie infinie dans une autre vidéo, comme ça me permettra de prendre un petit peu plus de temps pour la gestion du scroll infini.
Donc, la gestion de ce cas est en fait plutôt simple. On va lui dire par exemple que si l'index est inférieur à 0, ben, il faut revenir en arrière. Donc if index est strictement inférieur à 0, dans ce cas-là, je vais lui dire que l'index, c'est le nombre d'éléments, donc vis.items.length, auquel je soustrais le nombre d'éléments visibles. Donc ça sera vis.options.slidesVisible. Donc je vais réactualiser, je fais un petit test ici et on voit bien qu'il va sur le dernier slide. Alors c'est pas forcément tip top à cet endroit-là. C'est vrai que c'est un comportement qui est peut-être un petit peu plus pertinent. Si je modifie mon main.js et je vais lui demander de créer un carrousel pour l'élément numéro 2 et on va lui laisser les options par défaut. Je vais réactualiser. Cet élément vient d'obtenir le carrousel. Donc je slide à droite, impeccable. Mais quand je vais à la gauche ici, hop, on voit qu'il va bien sur le slide numéro 5. Autre chose que l'on pourrait faire, là c'est vraiment à vous de voir, quand on arrive sur ce slide-là, vous pourriez vous dire, je veux cacher ce petit bouton-là, parce qu'on ne peut plus revenir en arrière. Donc on va finir ce comportement-là, et peut-être ça peut être intéressant d'avoir une option pour lui dire, est-ce qu'on veut boucler ou pas? Et cette option, on l'appellera loop, par exemple. Alors dans le cas de la droite, que je revienne, on va mettre un else if. Si l'index est supérieur ou égal au nombre d'éléments dans notre carrousel, dans ce cas-là, l'index reviendra à 0. Je réactualise, hop, 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 et quand j'arrive au bout, il revient. Je vais faire la même chose ici. Bon, il me laisse ce slide-là, ce qui n'est pas forcément idéal, et lorsque je clique à droite, il revient au début. Alors pour remédier à ce petit problème de slide un petit peu vide, ce que l'on pourrait faire, c'est rajouter une condition qui prend l'index courant, qui rajoute le nombre d'éléments visibles et qui rajoute 1. S'il n'y a pas d'élément derrière, hop, on revient à 0. Donc je rajoute une condition supplémentaire ici en lui disant ou vis. Donc c'est courant item auquel je rajoute le nombre d'éléments visibles. Donc c'est vis.options.slidesVisible et je vais chercher à savoir est-ce qu'il y a un item qui correspond. Donc ça sera vis.items. Et si ça c'est undefined, dans ce cas-là, tu dois repasser l'index à 0. On va faire un petit test. Je vais à cette partie-là et là il revient à 0. Ici, ça ne change pas le comportement. On va peut-être créer un carrousel supplémentaire pour pouvoir avoir un test supplémentaire. Où là on aura deux éléments qui vont slider 2 par 2. Et j'appliquerai ça au carrousel 2. Et j'applique du coup ça au carrousel 3. Je réactualise ma page, hop, je slide 2 par 2, impeccable, donc ça n'a pas l'air d'altérer les autres comportements. Donc comme je l'ai dit, on a peut-être envie de masquer ici si on est à l'index 0 ou si on a un index qui a plus de contenu. Donc on va avoir une nouvelle option qu'on va appeler loop et qui par défaut, on va la mettre à false. Donc on mettra loop de point false. Tout de suite, on n'oublie pas de documenter ça. Donc ça sera loop. Et ça sera non pas un objet, mais un booléen. Et ça permettra de dire doit-on boucler en fin de slides, de carrousel. Je descends, je descends, je descends. Et on lui dira ici que loop doit être à false. Et on va être un petit peu embêté parce que les boutons Next et Prev, on les avait gérés dans la partie Create Navigation. Et on ne les avait pas mis en instance et on en aurait peut-être besoin ici. Et on aurait besoin de rajouter un comportement en lui disant « Ah ben là, il faudrait masquer ou afficher les boutons ». Une autre solution, c'est d'utiliser entre guillemets un système d'événements. Et de se dire « On va émettre un événement lorsque l'on change d'item ». Mon idée, ça serait par exemple d'avoir quelque chose comme ça. Un vis.on item onMove. Je ne sais même pas le nom de la méthode. Bon, onMove, ça me paraît pas mal. Ça serait une fonction qui prendra en paramètre l'index, l'index d'arrivée, et on lui dirait si l'index est égal à 0, ben dans ce cas-là, le bouton next, je lui rajoute une classe. Donc je ferai un next button, .classList, .add, et on rajouterait la classe hidden. Ou, si je veux éviter que ça rentre en collision peut-être avec certaines choses, je lui rajouterai comme ça cette classe-là. Dans le cas contraire, else, ben je lui demanderai de supprimer cette classe-là. Donc classList.remove
et je supprimerai cette classe carouselNext hidden. Donc cette méthode onMove, on va aller la créer. Je me demande où on va la placer, on va peut-être la placer là. Donc onMove, elle prendra un seul paramètre qui sera un callback. Et ce qu'elle fera, c'est qu'elle enregistrera ces callbacks. Ce qui veut dire qu'on va avoir besoin d'une propriété d'instance qui sauvegardera les move callbacks. Ce sera un tableau vide et à chaque fois qu'on utilise la méthode onMove, on rajoute un callback. Donc on fera this.moveCallbacks.push et on rajoute cette méthode-là. Alors pour la documentation au niveau de JSDoc, malheureusement, les paramètres qui sont des callbacks, c'est pas terrible à donner. Il faudrait normalement lui dire, c'est un callback qui va s'appeler move callback. Et ça, c'est dans la classe carousel. Un truc qui ressemble à ça, c'est complètement dégueulasse. Pour le coup, la JSDoc, si on revient dessus, hop, vous pouvez chercher callback. Hop. Et en fait, il faut définir un type comme ça. Il n'y a pas vraiment d'exemple avec les classes ES7. Donc, pour le coup, il faudrait faire un truc qui ressemble à ça. Définir quelque part notre move callback. Lui dire qu'il prendra en paramètre un nombre qui sera l'index. Et c'est le seul paramètre qu'il prend. Et ensuite, vous pouvez utiliser ce move callback au niveau de votre méthode. Donc c'était dans la méthode onMove. Hop, ici. On peut utiliser le move callback. Si quelqu'un a mieux, n'hésitez pas à poster un commentaire. Je mettrai peut-être un commentaire à ce niveau-là. Mais on continue maintenant sur notre méthode onMove. Lorsque l'on va sur un item en particulier et qu'on l'on change l'index, on va pouvoir lui dire « Je veux que tu parcours tous les move callback et que tu les appelles individuellement. » Donc on va utiliser la méthode forEach. Cette méthode prendra en paramètre les callbacks et les appellera les uns avec les autres en lui passant en paramètre l'index courant. Et là, comme ça, on a fait un petit système d'événements. Au niveau de notre CSS, on peut lui dire que l'élément, donc pour l'instant c'était carouselNext, mais lorsque il a la classe, ou lorsqu'on lui rajoute la propriété hidden, il va prendre une opacité de 0. Et histoire de rendre ça un petit peu plus sympa, on peut lui dire aussi qu'on aura une animation sur l'opacité. Si maintenant j'essaie de revenir sur ma page et que je vais à droite, je reviens à gauche, notre élément ici disparaît. Alors par contre, c'était pour le coup l'élément prév qui devrait disparaître. Hein. Hop. Dans le main.js, c'était la méthode createNavigation. Hop. Et ce n'est pas le next button que l'on souhaite cacher, mais c'est le prev button. Et on change ces deux classes-là en carousel _ prev -- hidden. Et dans notre CSS, ça devrait fonctionner, sauf que je dois faire la même chose pour mon bouton prev. Au niveau de mon JS, la condition pour que le bouton suivant disparaisse, c'est un petit peu la même condition que celle que j'avais mis ici. Si je reviens dans mon else if, c'était cette seconde partie-là que je vais mettre à cet endroit-là. Donc je vais lui dire, si on a ça qui est undefined, dans ce cas-là, ça veut dire que le bouton doit être masqué. Dans le cas contraire, ça veut dire que le bouton doit être affiché. Donc ici, je mets ça, je mets ça. Et là, ça sera carouselNext hidden. Et ça sera ici carouselNext hidden. L'avantage, selon moi, d'utiliser ce petit système entre guillemets d'événements, c'est que ça permet de bien séparer le code. Tout le code qui a trait à la navigation se situe ici. Et on ne le mélange pas dans la méthode goToItem. Ça permet de ne pas se retrouver avec une méthode goToItem, qui est une méthode absolument énorme, qui est impossible à relire. Là, on sépare correctement les choses. Cette partie-là, ça pourrait être intéressant de la séparer dans une méthode, à vous de voir. En revanche, il ne faut pas oublier de l'appeler dès le début aussi, après la partie Create Navigation. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va vouloir lui dire, on est sur l'item numéro 0. Donc là, je l'appelle en lui passant le paramètre 0. Ce qui fait que par défaut, nos petits éléments prev vont être masqués. Si je vais à droite, hop, il devient visible. Donc je vois que ça fonctionne ici, ça fonctionne à cet endroit-là, c'est impeccable. Et je me rends au passage compte que là, on a un comportement assez anormal. Ici, il devrait revenir 2 crans en arrière et il revient tout au début. Alors, on va corriger ça et en même temps, on va prendre en compte le paramètre. Alors, l'option par défaut, c'était loop à false. C'était pas mal. Si vous voulez documenter, c'est vrai que ça peut être intéressant de le faire. Vous pouvez mettre ça entre crochets et vous lui dites que loop par défaut sera égal à false.
Donc pareil, on va spécifier que le nombre d'éléments visibles par défaut sera à 1 et le nombre d'éléments à scroller sera par défaut à 1. Globalement, si le loop est à false, il faut enlever la partie où on écoute. Donc c'est dans la partie Create Navigation, on va lui dire toute cette partie-là, elle ne sert à rien. Donc on peut mettre une petite condition en lui disant if this.options.loop est égal à false. Dans ce cas-là, plutôt que de tout entourer dans une condition, on return simplement. Maintenant, au niveau de mon code, je me dis j'aimerais bien avoir le système de bouclage ici. Je réactualise la page. Ce bouton Next devient visible, ce qui veut dire que j'ai foiré cette condition-là. C'est seulement si loop est égal à true que l'on doit retourner. Donc maintenant, ce bouton reste visible et on a bien notre système de boucle. Et là, par contre, on ne l'a pas. Autre petit détail, comme je vous le disais, on a le retour ici qui ne fonctionne pas convenablement. Donc là, quand je clique ici, il ne revient pas en arrière. Alors si vous êtes un petit peu perdu, il ne faut pas hésiter à mettre un petit coup de débugger. Donc dans cette partie-là, dans la partie vraiment clé et cœur de notre système, on va mettre un petit débugger. Et on va le mettre tout au début, comme ça on pourra aller d'étape en étape. Je réactualise la page, je clique sur suivant, il bloque l'exécution, donc je le laisse continuer. Je vais le laisser continuer. Et maintenant par contre quand je clique sur arrière, j'aimerais bien analyser ce qui se passe. Donc on se retrouve, hop, comme ça, voilà, je vais un petit peu aller là. Donc on se retrouve ici, la valeur d'index c'est 2. Donc c'est normal, on est sur le dernier item, le 5e item, donc c'est l'index 4, et on a reculé de 2, parce que c'était un slide qui passe 2 par 2. Donc je continue l'exécution, et je vais peut-être lui demander de s'arrêter ici. Donc je clique sur lecture, et il s'arrête là. Alors la valeur d'index maintenant c'est 0. Ça c'est pas normal, ça veut dire qu'il est rentré dans cette condition-là. Donc l'index supérieur au nombre d'éléments, je ne pense pas. Index valait 2, et ici on voit que la length est égale à 5. Par contre, ça veut dire que cette condition-là, elle a été vérifiée. Donc vis courant item, c'était 4. Et c'est là que le problème se situe. Parce qu'il a pris 4, il a rajouté 2 comme on lui a demandé, et il voit qu'il n'y a pas des éléments après, donc hop, il repart à 0. Donc cette condition, il faut l'affiner un petit peu. Donc au-delà de corriger ce problème-là, vraiment ce que je tiens à vous montrer, c'est comment utiliser le debugger et débugger pas à pas. C'est ça qui est important pour comprendre pourquoi parfois dans votre script, il y a quelque chose quand vous l'avez écrit, ça vous semblait naturel, mais après vous réalisez qu'à l'exécution, ça ne fait pas du tout ce que vous attendiez. Donc c'est important d'être capable de débugger les choses pour analyser la valeur des différentes variables et comprendre de quoi il en retourne. Je vais donc ici rajouter une simple condition en lui disant, il faut que, donc je mets des parenthèses, que en plus, l'index que je souhaite obtenir est supérieur à l'index courant. Ça veut dire que j'essaie d'aller vraiment vers la droite. Donc c'est courant item. Maintenant, je réactualise la page et je défais le debugger. Je vais à droite une fois. J'ai laissé ce point d'arrêt. Et ici, j'ai laissé la partie debugger. Donc je sauvegarde correctement. Hop, je clique une fois sur lecture. Je réactualise la page. Je vais à droite, à gauche. Et ça refonctionne. Impeccable. Et on voit pour le coup que ce système-là n'a pas d'effet de boucle. Autre petite chose que je vais vouloir rajouter maintenant, c'est la partie responsive. On veut faire en sorte que quand on atteigne une certaine largeur, on va dire à peu près 800 pixels, nos carousels arrêtent de prendre le comportement par défaut et passent sur un seul slide. Alors comment on peut faire ça et qu'est-ce qui change surtout? Le nombre de slides que l'on va faire défiler doit changer, donc c'est ces méthodes-là. Et de la même manière, le calcul des styles doit changer aussi. Cette partie go-to-item, elle ne change pas, parce qu'on prend toujours un pourcentage, il n'y a pas de souci. Donc on peut déjà la replier. Du coup, ce qu'il faut faire pour se simplifier la vie, c'est simplement changer ces valeurs-là dynamiquement. Donc plutôt que d'y accéder via les options systématiquement, on va se créer des getters. Donc je vais le faire tout en bas, à la fin de mes différentes méthodes, et on va créer un getter pour le slides to scroll. Et on va se créer aussi une nouvelle propriété qui permet de déterminer est-ce qu'on est sur mobile ou non. Cette propriété, je vais la définir tout en haut, this.isMobile. Et par défaut, elle sera égale à false. Maintenant, je lui dis si on est sur mobile, donc if, ou même je peux faire un return, this.isMobile,
point d'interrogation, on va utiliser du ternaire. Donc si on est sur mobile, on retourne 1. Sinon, on retourne this.options.slides2scroll. De la même manière, on va créer un getter pour la méthode slides_visible. On retournera 1 si on est sur mobile, sinon on retournera l'option slides_visible. Je documente ces méthodes-là. Donc ça retourne un nombre. Et ici, ça retournera un nombre. Après, vous pouvez donner une petite description, mais je pense que le nom des méthodes est suffisamment évocateur. Au niveau de la méthode next et prev, je change l'accès qui se faisait via les options par un accès via ce getter. Je remonte un petit peu plus haut et je vais changer ce petit comportement-là. Le nombre d'éléments visibles peut varier. Donc ici, ça me semble justifié de changer cette valeur-là. Donc je ferme cette partie navigation. Dans la partie set style, c'est intéressant de changer les choses. Le ratio va changer et il va dépendre du nombre d'éléments visibles, mais cette valeur peut changer. Et de la même manière, le ratio pour chacun des objets va changer. Impeccable. Donc on va faire un petit essai. On va passer le isMobile à true pour voir qu'est-ce que ça donne au niveau de ma page. Et je vois que tous mes carousels passent sur un seul élément. Maintenant, il faudrait être capable de changer cette valeur-là. Donc il va falloir écouter le redimensionnement de la fenêtre. Donc à la fin de ma construction, je vais faire un window.addEventListener. On va écouter le resize et on va lancer une fonction. Et on va l'appeler resize tout simplement. Et cette fonction, je lui bind this. Je crée cette méthode resize, ou plutôt je vais l'appeler onResize pour que ce soit un petit peu plus, ou même onWindowResize. Alors, autant avoir des noms longs mais évocateurs plutôt que des noms courts qui veulent rien dire. Je mets cette méthode-là au même niveau que le onMove. Et on va lui dire onWindowResize. Voilà la fonction que tu dois lancer. Globalement, tu vas définir une variable mobile en lui disant on est sur mobile si la largeur de la fenêtre est inférieure à 800. Ensuite, si la valeur de mobile est différente de this.isMobile, ça veut dire qu'on a un changement. Mais dans ce cas-là, tu changes la valeur de la propriété d'instance. Et en plus de ça, tu en profites pour utiliser la méthode setStyle qui va permettre de redéfinir les styles. De la même manière, on peut en profiter pour réappeler ces différents callbacks pour pouvoir réafficher si nécessaire le bouton Next et Prev. Donc là, on appelle en lui passant en paramètre l'item courant. Donc c'était current item. Et c'était pas du tout ici que je voulais le faire, mais c'était dans la partie onWindowResize. Et là, normalement, on a créé la partie responsive en 2 temps 3 mouvements. Juste peut-être un petit détail, c'est que cette méthode-là, il faut l'appeler directement, histoire qu'il applique ce comportement dès le début de notre page. Et ça sera sur mon élément. Je réactualise ma page et je suis en responsive. J'augmente légèrement la taille de ma fenêtre et je vois que je passe 3 par 3. Et là, il recommence à scroller 2 par 2. Et on a créé le responsive en 2 temps 3 mouvements. Comme quoi, il n'y a pas forcément besoin de paniquer à ce niveau-là. Enfin, dernière petite chose et on aura fini avec ce carrousel. Comme je vous l'ai dit, la partie scroll infini, on le fera dans un autre chapitre. Mais on a envie de mettre en place l'accessibilité. C'est important de penser à ceux qui n'ont pas forcément de souris et qui souhaiteraient pouvoir naviguer entre les slides. Encore une fois, vu qu'on a préparé et bien séparé dans différentes méthodes, ça va être assez simple. Donc la première chose que l'on va devoir faire, c'est au niveau de notre élément racine, alors je vais tout replier. Mon IDE plie pas forcément tout de manière super agréable, je trouve, mais bon, c'est pas grave. Donc on va lui dire, lorsque l'on construit notre élément, au niveau de notre container, on va lui rajouter un attribut, plutôt au niveau de notre route carrément, .setAttribute, et l'attribut c'est tabIndex. Donc tabIndex permet de rendre un élément focusable, et ensuite on doit lui donner un chiffre. 1 par exemple si c'est le premier élément. Mais si vous lui donnez 0, il prendra automatiquement comme ordre l'ordre HTML. Ce qui fait que juste en rajoutant cet attribut-là, dès que vous appuyez sur Tab, vous voyez que ça focus ce premier élément. Je réappuie sur Tab, ça focus le suivant. Tab, ça focus le suivant. Et si je fais Shift plus Tab, ça me permet de remonter. Maintenant, il me suffit simplement d'écouter sur cet élément-là la pression sur les touches suivantes et précédentes. Donc je vais le mettre à cet endroit-là. Donc là, on va appeler ça événement.
Hop, on va en profiter histoire d'organiser un petit peu. Donc ça, c'est parce qu'on souhaite l'appeler. Tout ça, c'est la création des éléments. Donc là, c'est modification du DOM. Donc on crée le route, on crée le container, on crée les différents callbacks. Donc ça, c'est plutôt une définition de variable, on va le mettre en haut. Le append child, les items, c'est pas vraiment une définition vu qu'on fait des manipulations à l'intérieur. Le set style, on définit le style, et ça, c'est encore de la manipulation. Voilà, comme ça permet de légèrement mieux s'organiser. Qu'est-ce que je disais? Oui, on veut rajouter les comportements. Donc on fait un this.route.addEventListener. On va écouter l'événement keyUp. Alors on pourrait écouter l'événement keyPress, mais étrangement, après des tests, sur Chrome, il ne détecte pas lorsque l'on appuie sur la flèche droite ou gauche lors des keypress. Donc il faut plutôt utiliser l'événement keyUp, qui est lorsque l'on relâche la pression de la touche. On va prendre en paramètre l'événement, et ensuite on aura notre méthode. On ne va pas séparer ça dans une méthode parce qu'on n'en a pas besoin. Pour la partie onResize, on avait séparé dans une méthode parce qu'on avait besoin de l'appeler dès le début. Mais dans le cas de cet événement-là, ce n'est pas vraiment pertinent. Donc ensuite, on va aller dire si la touche qui a été appuyée, c'est la touche EuroWrite. Dans ce cas-là, on doit appeler la méthode next. Méthode que l'on avait déjà créée, donc c'est plutôt simple. Et dans le cas contraire, donc si on a appuyé sur la touche e.key EuroLeft, ça veut dire qu'on veut aller vers l'élément précédent. Tout simplement. Et rien que ça suffit à fonctionner. Donc je réactualise ma page, je focus ce premier slide, j'appuie sur la droite et ça va à droite. J'appuie à gauche, ça va à gauche. Petit détail en revanche, j'ai testé ça sur tous les navigateurs et il y a un petit méchant qui s'appelait Internet Explorer, ou je crois que c'est Edge, je ne sais plus, qui lui, il comprend left et right et pas EuroLeft, EuroRight. Donc vous pouvez rajouter une petite condition, voilà, pour gérer ces navigateurs. Donc c'est right comme ceci. Autre petit détail, ça va casser notre petit système de loop parce que là on avait mis le loop à false, mais avec les flèches du clavier on arrive à looper. Donc on peut se poser la question de est-ce qu'on doit l'annuler ou non. Moi je pense que ça peut être pertinent de l'annuler. Donc c'est dans la partie GoToItem. Si je veux bloquer un petit peu plus en amont, ben, c'est dans ces conditions-là qu'il faudra changer les choses en lui disant if this.options.loop. Dans ce cas-là, je dois faire effectivement ce comportement-là. D'ailleurs, ici, il faut que je soustrais par rapport au nombre de slides visibles en prenant en compte le fait qu'on soit en mobile ou non. Dans le cas contraire, ben, ce que je fais, c'est que je me contente de faire un return. Pas la peine d'exécuter le reste de l'exécution du script, vu qu'on est déjà en bout de chaîne, du coup, on ne peut rien faire. De la même manière, je vais mettre la même condition à cet endroit-là en lui disant if this.options.loop. Dans ce cas-là, on loop, donc on revient à l'index 0. Et on va changer notre condition, et dans le cas contraire, je return. La condition que je dois changer ici, c'est le nombre de slides visibles qui peut dépendre de la taille et de la résolution. Maintenant, je vais faire un essai, donc je vais me mettre ici, j'essaie d'appuyer sur le bouton, alors même s'il n'est pas visible, on voit qu'il est discrètement visible, mais ça ne fait rien. Et de la même manière, quand j'appuie sur mon clavier, ça ne fait rien. Ça ne fait quelque chose que quand on peut faire quelque chose justement. Si je reviens en responsive, boum, boum, hop, je vais à gauche, ça slide bien un par un et ça me bloque. Donc ça fonctionne super bien. Alors dernier petit test, mais normalement il n'y a pas vraiment de souci vu qu'on fait les animations en CSS. Qu'est-ce qui se passe si on y va comme un bourrin? On essaie de scroller plein de fois, on voit que ça réagit plutôt bien. En fait, globalement, il va exécuter la méthode GoToItem plein de fois et les transitions CSS vont faire en sorte qu'il ne va aller que vers le dernier élément. Pour le coup, quelqu'un qui appuie plein de fois sur le bouton Next, bah, ce n'est pas gênant et ça n'empêche pas l'exécution de notre script. Mais là, on a créé en quelques minutes, enfin plutôt en 1 heure et globalement parce que j'ai pris le temps d'expliquer, mais on a créé un système de carrousel plutôt simple qui gère plusieurs cas et qui est en plus paramétrable. Et qui est responsive, et ça c'est important. Et si on regarde au niveau de notre code source, ben c'est plutôt simple. Au final, en moins de 170 lignes environ, ben on a créé notre classe carrousel qui est bien organisée. C'est notre code, on comprend un petit peu de quoi il en retourne et on peut l'éditer facilement. Enfin, une dernière petite précision pour ceux qui souhaiteraient rendre ce code compatible avec Internet Explorer ou des plus vieux navigateurs, mais en général c'est Internet Explorer. Donc vous pouvez passer ce code à travers un outil tel que Babel pour convertir et automatiser les choses. La seule chose que
risqueriez de ne pas avoir, c'est le object.assign que l'on a utilisé pour fusionner les options. Si jamais vous ne l'avez pas à la fin de la compilation, vous cherchez object.assign sur la documentation MDN et tout en bas de cette documentation, on va vous donner un polyfill. Donc si vous souhaitez rendre ce code compatible sur les navigateurs qui ne supportent pas la méthode assign sur object, il vous suffit de copier ce code-là avant le code que vous avez écrit. Histoire de laisser le code le plus simple possible, quand je vais vous le partager, je ne vais pas mettre ce polyfill. Mais après, libre à vous de le rajouter pour supporter ces navigateurs-là. J'espère que cette vidéo vous a plu et pour ceux qui ont envie de se casser la tête, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va mettre en place le système de scroll infini.